J'ai le plaisir de représenter le président Jacques Camby qui malheureusement a une obligation à l'extérieur, mais il m'a donc demandé au titre de vice-président chargé des ressources humaines et de la qualité de la vie à l'université, mais d'une manière plus générale comme représentant de l'équipe présidentielle, donc d'accueillir notre invité de ce soir. Donc c'est une grande joie et un honneur pour nous de pouvoir vous accueillir pour évoquer ensemble une thématique bien entendu d'actualité, mais sur laquelle nous avons un regard tout particulier, puisque du fait de nos histoires partagées et des événements que vous vivez maintenant depuis quelques mois, quelques années, et qui demandent une acuité particulière que l'on peut avoir depuis la France, et je dirais peut-être plus particulièrement depuis l'université, où nous avons l'habitude d'accueillir, de partager des idées de manière libre, ouverte. Et c'est dans cet esprit de tolérance, d'ouverture, que nous vous accueillons ce soir pour pouvoir bénéficier de votre expérience, de votre témoignage, de votre réflexion, et autour de l'avenir de la Tunisie. Et je suis très attentif au point d'interrogation qu'il y a dans le titre de votre intervention, et vis-à-vis duquel je pense que nous attendons aussi, à défaut de réponse définitive, au moins des éclairages de votre part. En tout cas, c'est une grande joie pour nous de vous accueillir et de vous estimer, de vous témoigner notre estime au cours de cette conférence. Merci à vous. Bien, alors bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence que nous organisons dans le cadre des cycles de conférences que l'ABU organise depuis plusieurs années sur les questions d'actualité nationale et internationale. Alors, c'est redondant, mais on ne remercie jamais assez. Donc je remercie à nouveau Cherif Ferjani d'avoir accepté cette invitation. D'autant qu'il y a encore à peine 12 heures, il était dans un avion qui le ramenait de Cotonou. Je ne sais pas où il repart demain, mais voilà. Donc sa présence est d'autant plus chère pour nous. Monsieur Cherif Ferjani, vous êtes enseignant-chercheur à Lyon 2, à l'Université Lyon 2, à l'IEP de sciences politiques, donc Lyon 2, professeur de civilisation arabe et de sciences politiques, chercheur au Grémo, et actuellement, encore pour quelque temps, en délégation CNRS à Tunis pour l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Vous êtes spécialiste des questions de laïcité, des rapports entre politique et religieux dans le champ islamique. Vous avez publié de nombreux articles, on ne va pas tous les citer, mais je vais faire référence à deux titres en particulier. Un article qui était sorti donc au printemps 2011, qui est en lien direct quand même avec notre interrogation de ce soir, qui s'appelait « Inspiration et perspective de la révolution tunisienne », qui était paru dans la revue Confluence en Méditerranée. Et puis vous venez de sortir un dernier ouvrage, j'ai vu ça, on ne l'a pas encore, qui s'intitule « Islamisme, laïcité et droits humains ». Droits humains au pluriel, bien sûr. Depuis le printemps arabe de 2011, vous avez participé à de nombreuses conférences et vous avez effectué des missions d'expertise auprès de la communauté européenne sur les différents aspects de ces soulèvements. En février 2011, vous étiez déjà venu à notre invitation proposer une analyse de la révolution de Jasma. Nous étions à peine un mois après la chute de Ben Ali, et puis vous aviez plus globalement évoqué les soulèvements du monde arabe. Vous aviez évoqué les circonstances politiques, bien sûr, mais aussi les conditions, enfin les circonstances sociales qui avaient contribué à la chute de Ben Ali et les espoirs démocratiques qui semblaient naître de cette période-là. 2 ans après, force est de constater que la transition démocratique est en difficulté en Tunisie. Le pays, et vous le savez, est en plein chaos politique, en particulier depuis l'assassinat de Chokri Belaïd. Chokri Belaïd qui a été votre élève et qui était votre frère de combat politique. Assassinat qui a été le catalyseur de la colère sociale, de la colère civique, de la colère politique. Vous reviendrez sans doute sur tout cela. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Tunisie à ce jour ?
Quelles peuvent être les conditions nécessaires à l'établissement d'un gouvernement réellement indépendant? Quelle place la société civile peut-elle espérer avoir dans ce processus démocratique? Et là, vous m'excuserez, je penserai en particulier aux femmes tunisiennes qui sont très présentes actuellement. Si vous suivez un peu toutes les informations, en particulier par les réseaux sociaux, parce que c'est quand même là, soyons clairs, que nous avons le plus d'informations, on voit la présence des jeunes. Société civile qui semble, me paraît-il, se saisir de tous les moyens à sa disposition pour manifester de son désir urgent de démocratie. Et dans ce cadre-là, j'évoquerai, on en a parlé ensemble, le pacte de Tunisie des droits et des libertés, donc qui est à, je pense qu'on peut mettre l'image du pacte, qui est donc à l'initiative de l'Institut arabe des droits de l'homme, avec l'appui de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a recueilli donc des milliers de signatures de citoyens tunisiens, mais aussi de sympathisants, au-delà des frontières tunisiennes. Il y a eu Robert Badinter, bien sûr, mais il y a eu bien d'autres. Pacte qui a été signé par tous les partis politiques, hormis, me semble-t-il, Ennahda, si je ne me trompe pas, et le CPL. Alors ce pacte qui se veut une expression des aspirations du peuple tunisien et qui demande en particulier, bon, bien sûr je pense que vous le connaissez, mais qui demande en particulier l'inscription de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le préambule de la future constitution tunisienne. Voilà, quelques interrogations. Il y en a bien d'autres, Cherif. Je vous laisse la parole. Bien évidemment, il y aura ensuite un temps d'échange avec la salle. Vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Nous sommes deux à votre disposition pour vous apporter les micros. Nous n'avons qu'un impératif qui est celui de l'heure parce que le site de la manufacture ferme à un moment. Donc nous nous arrêterons à 20h30. Voilà. Bien, donc nous avons 1h30. Je vais essayer d'être bref pour laisser le temps à l'échange. Et merci au vice-président de l'Université Lyon 3 et à Laurence pour ces mots d'accueil très chaleureux qui me vont droit au cœur. Effectivement, il y a presque 2 ans, j'étais ici dans la suite des événements qui ont conduit au départ de Ben Ali, à ces soulèvements qui ont donné le nom du printemps arabe. Alors peut-être très important de dire tout de suite que le printemps, la notion de printemps n'a pas été inventée seulement en rapport avec ce qui s'est passé en Tunisie et dans le monde arabe ces 2 dernières années. C'est une vieille notion qui remonte au XIXe siècle avec les révolutions au milieu du siècle, dont la révolution de 1848. Et à l'époque, on parlait du printemps des peuples. Puis après, il y a eu le printemps de Prague. Puis, à un certain moment, même presque en même temps, on a parlé du printemps de mai 68. Je me souviens d'un livre que j'ai lu à la fin des années 60, au début des années 70, qui parlait du printemps de mai 68. Donc, la notion de printemps n'est pas propre à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes. Et lors de la conférence que j'ai faite à peu près il y a 1 mois, à Lyon 2, dans le débat, oui. Tu veux que je m'assoie? Moi qui aime bien rester debout, hein, et mourir debout, j'espère. Bon, ça va comme ça? D'accord. Donc j'ai dit, lors de cette conférence, la question s'est posée, l'intitulé de la conférence était « Le printemps arabe, où en est le printemps arabe 2 ans après ?» Et en réfléchissant à ce que j'allais dire par rapport à cela, j'ai dit, si en 1850, on s'est posé la question « Où en est le printemps des peuples 2 ans après ?» Si au début des années 70 ou en 1970, on s'est posé la question où en est le printemps de Prague 2 ans après.
je crois que si on tient compte de ce paramètre de comparaison, il n'y a pas de quoi, malgré les désenchantements légitimes, il n'y a pas de quoi perdre espoir. Et là, surtout avec la notion de printemps, le printemps annonce la vie, la régénérescence. Tant que la récolte n'est pas là, on n'est pas sûr des résultats du printemps. Et donc, il faut, par rapport à ce genre de questions, laisser le temps au temps. Il a fallu des décennies, plusieurs décennies, au printemps du peuple, pour que on croyait, si on était dans les médias, l'immédiat après des printemps du peuple, il y avait de quoi désespérer. Quand on sait qu'en France, on a donné le suffrage universel pour les hommes avec la révolution de 1848, et le vote, qu'est-ce qu'il a envoyé à l'Assemblée? Une majorité qui a enterré la Deuxième République et envoyé, donc permis à Napoléon III de créer le Second Empire, et on sait ce qui s'est passé durant entre ces élections et la Troisième République. Donc, c'est très difficile de parler de l'avenir, mais quand on a ces leçons de l'histoire et on part de ce qui se passe concrètement aujourd'hui, je dis qu'il y a des raisons pour le désenchantement, mais il y a aussi des raisons d'espérer. Et je vais développer ma réflexion entre désenchantement et espoir, donc né de la révolution tunisienne qui était à l'origine du printemps arabe, et notion de printemps qu'il faut évaluer avec une vision qui n'est pas sous l'effet de l'immédiateté. J'ai dit désenchantement. Si on dit désenchantement, c'est qu'il y avait des espoirs portés par cette révolution. En effet, Laurence a cité un de mes articles, Inspiration démocratique, de la révolution tunisienne. Je crois que malgré son caractère spontané et social au départ, la révolution, le processus qui a conduit à la chute de Ben Ali, s'est politisé dans un sens démocratique. D'abord, le mot d'ordre porteur de cette révolution était travail, liberté, dignité. Sur ce mot d'ordre, et face à la réponse du pouvoir, se sont greffés des mots d'ordre politiques, pas de nouveau mandat pour Ben Ali, c'est-à-dire on ne veut plus de la présidence à vie, même déguisée. Sous Bourguiba, elle était ouverte. Ben Ali, à chaque échéance électorale, modifie la Constitution pour qu'il puisse se représenter une autre fois. Donc pas de nouveau mandat pour Ben Ali. Le travail est un droit, c'est important. Bande de voleurs à l'adresse de la famille du président et de son épouse qui avaient des pratiques mafieuses et qui étaient stigmatisés pendant cette révolution. Et pour la première fois, publiquement dans les manifestations, on les nomme et on les désigne comme des voleurs. Il s'est politisé également en adoptant le mot d'ordre « Le peuple veut l'alternance ». C'est l'alternance, ça veut dire il faut arrêtons cette mascarade d'élections chaque fois et où on reconduit le même parti, les mêmes candidats. Donc il veut l'alternance, c'est-à-dire la pluralité, le pluralisme politique. Pour qu'il puisse y avoir alternance, il faut admettre un véritable pluralisme politique. Et je crois, quand le pouvoir a cédé à ces revendications,
la réponse définitive était le peuple veut la chute du pouvoir. Donc on ne veut plus de ce pouvoir-là. Voilà le summum et donc cette évolution des mots d'ordre indique le sens démocratique de l'inspiration démocratique. Très important de rappeler que pendant ces événements du 17 décembre au 14 janvier, il n'y a eu aucun mot d'ordre religieux ou à caractère religieux. Très important de dire que le parti islamiste qui va gagner relativement, mais quand même gagner les élections constitutionnelles, a commencé par une bourde par rapport à ce soulèvement en considérant que Bouazizi ne peut pas être considéré comme un martyr parce qu'il est interdit en islam de s'immoler et de se suicider. Donc, puisque c'est interdit, on ne peut pas être martyr. Puis après, ils ont compris qu'ils ont commis une bourde. Ils ont essayé de coller au mouvement. Ils ont compris que le mouvement était d'inspiration démocratique. Le chef du parti islamiste de retour en Tunisie après la chute de Ben Ali reconnaît l'inspiration démocratique du soulèvement et de la révolution. Et il dit que son mouvement soutient ce mouvement qui veut la démocratie. Et il est allé jusqu'à dire que pour ne pas compromettre la transition démocratique, son parti n'allait pas présenter des candidats aux prochaines élections. Plus que cela, il a dit que son parti, qui a bénéficié du soutien du mouvement démocratique, du mouvement laïque, qui a travaillé contre le régime de Ben Ali avec des laïcs, des communistes et des athées, continuera à travailler avec les mêmes courants avec lesquels son mouvement a combattu le régime de Ben Ali. Sa déclaration rappelle un peu ce que déclarait Khomeini de retour de son exil à Neuf-le-Château dans son avion, où il a dit exactement la même chose, sauf que Khomeini n'avait pas parlé à l'époque de son parti n'allait pas participer aux élections démocratiques. Mais il a dit la même chose sur les droits humains, la démocratie et le travail avec le Toudeh qui avait, et les communistes et les marxistes-léninistes qui ont combattu le régime du Shah et qui auront leur place à côté donc des islamistes de son mouvement. Je ne veux pas dire que Ranouchi, en disant cela, n'était pas sincère en janvier 2011. Je ne veux pas juger les intentions des acteurs, mais il y a une réalité. Pour comprendre cette réalité, et c'est là où commencent les désenchantements. Donc, cette révolution était porteuse d'espoir, non seulement pour les Tunisiens, mais aussi pour les peuples de la région, voire au-delà. Rappelons-nous les mouvements de l'indignation en Espagne, à New York, à Athènes et dans différents pays où l'exemple tunisien était explicitement mentionné comme une source d'inspiration de ces mouvements de l'indignation. Stéphane Hessel, à qui je pense en ce moment, est venu à Tunis. C'était la dernière fois où je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré plusieurs fois ici à Lyon et ailleurs en France. Mais la dernière fois où je l'ai rencontré, c'était à Tunis. Il est venu précisément pour dire qu'il soutenait
cette révolution de la dignité devenue, Laurence a parlé de la révolution du jasmin. Vous savez que l'appellation d'une révolution pose toujours des problèmes. Et quand on a parlé de la révolution du jasmin, les régions de l'intérieur, voyez là une récupération de leur soulèvement par les régions côtières, touristiques, où on connaît la Tunisie qu'à travers le jasmin. Ils ont revendiqué la révolution en tant que la révolution du cactus ou de l'alpha, production de la région de Kasserine. Et 2 ans après, on est arrivé à un nom pour cette révolution, c'est la révolution de la liberté et de la dignité. Car effectivement, le mot d'ordre central de cette révolution était, comme j'ai dit, travail, liberté et dignité. Donc, je crois que Stéphane Hessel n'avait pas tort de dire qu'il est venu soutenir cette révolution de la dignité. Lui, qui avait fait son petit fascicule traduit dans toutes les langues et connu à travers le monde, indignez-vous, voilà une révolution qui porte le nom de la révolution de la dignité. Donc, cette révolution de la dignité était porteuse d'espoir pour les Tunisiens, pour les peuples arabes, et on a vu les échos et ses effets sur le reste du monde arabe et au-delà. Très vite, je ne sais pas, à l'époque, personnellement, j'étais très prudent. Un de mes collègues et maître, Georges Mutin, il m'a dit à l'époque que pour une fois, je suis sage. Je n'étais pas porté par l'optimisme habituel. C'est vrai, je l'ai dit dans une conférence à la bibliothèque de la Pardieu, quand je vois que la tendance générale est à l'optimisme, j'ai tendance à tempérer l'optimisme. Et quand je vois que tout le monde est abattu, j'ai tendance à aller dans l'autre sens pour... bon, c'est un caractère. Hein? Bernard, qui est là, qui me connaît depuis 1973, il faut savoir, effectivement, quand il faut composer avec la réalité. On a choisi la voie de la révolution. La révolution, toutes les révolutions n'ont jamais été un long fleuve tranquille, allant directement vers les objectifs proclamés. Il y a eu toutes les révolutions ont connu des mouvements, des moments de terreur, de restauration, de régression, avant que les choses ne reprennent le cours de la révolution annoncée par la révolution. C'est normal. Donc, il y a eu des désenchantements. Ces désenchantements sont liés d'abord, et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas être dans les procès d'intention. Tout le monde a été surpris tout le monde a été surpris par la révolution elle-même, mais tout le monde a été surpris par ce que la révolution a libéré. Et les révolutions libèrent tout ce qui a été étouffé auparavant, le meilleur et le pire. Les espoirs suscités par la révolution n'ont pensé qu'au meilleur, libéré par la révolution. Personne n'a pensé au pire qui peut être personne. Il y a quelques-uns, dont moi-même, j'ai dit, attention, la révolution ne libère pas ce qu'il y a de mieux dans la société, elle peut aussi libérer ce qu'il y a de pire dans la société. Et ce qu'il y a de pire dans la société est apparu très vite, à peine Ben Ali a pris son avion. Nous avons vu surgir les groupes salafistes et un parti ultra-réactionnaire, le Parti de la libération islamique, qui disait, les salafistes, comme le Parti de la libération islamique, on ne veut pas de la démocratie, on ne veut pas des droits humains
qui sont un produit de l'Occident. Le Parti de la libération islamique veut le califat. Et les groupes salafistes veulent toujours un État islamique. Et ils sont d'accord pour dire le califat ou l'État islamique a pour mission non pas la promotion des droits humains, non pas la promotion de la démocratie, mais l'application de leur conception de la charia. Conception importée du Moyen-Âge et importée d'autres pays qui sont encore dans le carcan de conception héritée du Moyen-Âge, comme l'Arabie saoudite, comme l'Afghanistan, des talibans, comme l'Iran de Khomeini. Ces mouvements, le Parti de la libération islamique, on savait qu'il existait un petit groupuscule puisqu'il y a eu un procès en 1985 dans lequel 8 militaires et 6 civils ont été condamnés, les militaires plus lourdement que les civils, pour appartenance à ce parti qui travaille toujours et partout clandestinement. Sauf ces dernières années, chaque fois où il y a eu des changements favorables à la démocratie, nous avons vu apparaître le Parti de la libération islamique. C'est un parti fondé à la fin des années 40, au début des années 50, dont le mot d'ordre central était le rétablissement du califat par des coups d'État militaires, et c'est pourquoi leur stratégie a été partout d'infiltrer l'armée. Grande surprise de ce mouvement, pas seulement en Tunisie. Quand l'Union soviétique s'est écroulée, l'implosion de l'Union soviétique, on a découvert que c'était le principal parti en Ouzbékistan. Il y a quelques années, je suis allé en Indonésie, et c'est un parti en Indonésie qui a pignon sur rue. Ils ne participent pas aux élections. D'ailleurs, en Tunisie, ils n'ont pas participé aux élections, puisque leur stratégie n'est pas la démocratie, les élections. Ils veulent profiter des libertés qu'autorise la démocratie pour faire connaître leurs idées, mais ils ne participent pas au jeu démocratique. Et en Indonésie, comme c'était un parti légal qui a pignon sur rue, je suis allé leur rendre visite pour leur demander comment ils comptent réaliser le califat. Et là, on découvre que ce parti a ses porte-paroles officiels, ce n'est pas sa véritable direction. La véritable direction, on ne la rencontre jamais. Et dans la discussion, je me suis rendu compte que j'avais affaire plutôt à, bien que ce soit les porte-paroles et dans le siège, ce n'étaient pas eux les véritables dirigeants, puisqu'ils ne connaissaient même pas l'origine de ce parti et les textes fondateurs de ce parti. Donc je leur posais des questions sur les textes fondateurs et ils ne les connaissaient pas. Et alors je leur ai posé la question, comment ils comptent réaliser leurs objectifs? En agissant auprès de ceux qui sont influents dans la société. Ils ne m'ont pas dit les militaires. Mais moi je sais par ailleurs que leur option c'est toujours d'infiltrer les armées parce qu'ils ne croient qu'au coup d'État militaire pour transformer. Donc voilà pour ce qui est du Parti de la libération islamique qui est apparu soudain en Tunisie. Personne ne le connaissait auparavant, et voilà un dirigeant qui est sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les chaînes de radio, et qui parle toujours donc, du rétablissement du califat, et qui attaque aussi bien les islamistes qui participent aux élections que les laïcs, les déracinés, les acculturés, les aliénés de l'Occident. Et les mouvements, les groupes salafistes, eux, sont sortis de prison ou revenus des fronts de la guerre sainte auxquels ils ont participé, Pakistan, Afghanistan, Tchétchénie, Tchad, Mali, etc. Ils ont profité donc de
la libération du pays de la dictature de Ben Ali pour rentrer et occuper des mosquées, manifester dans les rues et dire leur rejet de la démocratie et des droits de l'homme et diffuser un discours de haine violent, commettre aussi des actes. Il y a des mosquées de minorités musulmanes à Djerba, la minorité ibadite qui existe depuis le Xe siècle. Ils ont occupé leurs mosquées, ils les ont chassées pour imposer leur lecture. Il y a un petit quartier dans la région, on l'a découvert à cette occasion-là, parce qu'il a été attaqué, dans le sud tunisien, dans une ville du sud tunisien qui s'appelle Gabès. C'est des chiites qui se sont convertis au chiisme, on ne sait pas quand, mais certainement en rapport avec la révolution iranienne et le rayonnement que cette révolution a connu. Il y en avait au Maroc aussi, j'en ai rencontré au Maroc, mais au Maroc, on ne les a pas inquiétés, comme en Tunisie. On parle aussi de leur existence en Algérie et un peu partout. Et leur quartier a été attaqué. Mais aussi les lieux de culte chrétiens, juifs. Les lieux de culte musulmans qui ne correspondent pas à leur conception. Les derniers, c'est les mausolées des soufis, des maîtres soufis, des fondateurs de maîtres spirituels soufis, comme Sidi Bou Saïd. On va en Tunisie pour aller à Sidi Bou Saïd. Et plusieurs mausolées ont été attaqués donc, dans cette volonté d'éradiquer tout ce qui est contraire à leur conception au sein de la société tunisienne par tous les moyens, y compris par la violence. Alors que on proteste quand des soldats américains détruisent le Coran ou brûlent le Coran, alors qu'on proteste quand le Coran est attaqué par des non-musulmans ou par des musulmans, on attribue cela. Là, le texte coranique et d'autres objets sacrés pour ces populations ont été brûlés, profanés par ces groupes islamistes et on ne dit rien. C'est le sacré quand il est profané par des islamistes extrémistes comme les salafistes, là on ne dit rien. Quand il est profané par d'autres, musulmans ou non, alors là, ça devient une affaire d'État. Et on est prêt à déclarer la guerre sainte à tout le monde, hein, s'il le faut, pour venger cette profanation du sacré. Et là, on est en plein dedans de cette... Alors, ces groupes ont occupé des milliers de mosquées à travers le pays. Et pour propager, c'est vrai que les imams qu'ils ont chassés étaient très compromis avec le régime de Ben Ali. C'était des imams flics de Ben Ali qui recevaient leur discours du ministère de l'Intérieur à la gloire de Ben Ali et contre ces... Mais ce qui est arrivé, on est passé donc de cela, voilà, on a libéré les mosquées de leur instrumentalisation par le régime de Ben Ali pour qu'elles tombent sous les mains de gens qui diffusent un discours de haine. Très important de dire que plusieurs de ces mosquées ont été récupérées par la population qui ne voulait plus de ces imams imposés, autoproclamés, qui se sont imposés pour diffuser un discours de haine. Et les gens ont dit, nous ne venons à la prière, à la mosquée pour faire notre prière et pas pour ce genre de pratique. On a vu ces mosquées devenir, certaines de ces mosquées devenir un lieu pour le dépôt d'armes pour les groupes salafistes djihadistes qui, dans la banlieue de Tunis, mais pas seulement dans la banlieue de Tunis. Voilà un peu ce phénomène qui a fait irruption. Et là, comme j'ai dit, c'est le premier désenchantement pour ceux qui n'ont pas vu que la révolution peut libérer le meilleur comme elle peut libérer le pire.
Et en réaction à cela, les modernistes ont eu peur et sous l'effet de la peur ont révisé leurs revendications à la baisse. Il ne faut pas toucher à l'article 1 de la Constitution de 59. On abroge la Constitution de 59, mais il ne faut pas toucher à son article 1, qui stipule la Tunisie est un État indépendant, son régime est républicain, sa religion est l'islam, sa langue est l'arabe. L'article 1 a toujours été un cheval de bataille pour les islamistes qui disent si l'islam est religion d'État, il faut le décliner sur le plan juridique, sur le plan culturel, sur le plan politique. Sauf qu'en face, il y avait une autre lecture que Bourguiba, fort d'une légitimité historique et démocratique au début de son règne, et de son charisme, avait imposé au début, qui est l'islam, ce n'est pas la religion de l'État, l'islam, c'est la religion de la Tunisie. La Tunisie est un État indépendant. Ça, ce n'est pas l'État. Sa religion et l'islam, c'est la Tunisie. C'est un peu Napoléon Bonaparte, le catholicisme est la religion de la majorité du peuple français. Voilà, c'est un peu la lecture qu'avait Bourguiba, comme une étape avant la séparation claire et nette. Et les théologiens avaient interprété en 59 Bourguiba, dans l'Assemblée constitutionnelle de 59, en lui disant, mais monsieur le Président, cet article n'est pas très clair. Nous, on demande qu'il y ait un article à part disant que l'islam est la religion de l'État. Et Bourguiba avait répondu, non, l'État n'a pas de religion. L'islam, c'est la religion de la Tunisie. Sauf que Bourguiba n'a pas levé l'équivoque dans cet article-là en précisant clairement que l'islam, c'est la religion de la majorité des Tunisiens, comme l'avait fait Napoléon, et non pas cette formule qui a permis, depuis les années 60, aux adversaires de Bourguiba de dire « nous voulons la déclinaison juridique, culturelle et politique de l'article 1 de la Constitution ». Sauf que nous sommes... Quand les modernistes disent qu'il faut garder l'article 1 parce qu'ils avaient peur, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Ils étaient... sauf que Bourguiba n'est plus là. Il n'y a personne qui avait le charisme ni la légitimité de Bourguiba dans les années 50 pour tenir tête aux islamistes et leur dire voilà l'interprétation de l'article 1. Donc, c'est une réaction, alors qu'avant, ils le demandaient. Et il y avait des demandes de la société civile. L'association de Stourne a été très claire là-dessus. Séparons l'identité du peuple de l'identité de l'État. Le peuple, on peut dire il est arabo-musulman, dites ce que vous voulez, mais l'État, lui, c'est un État républicain, c'est un État fédéral, si vous voulez, c'est un État décentralisé, c'est un État démocratique. Voilà ce qu'il faut dire par rapport à l'État. C'est une république parlementaire ou une république présidentielle. Voilà ce qui doit être dit dans la Constitution par rapport à l'État. Du coup, les islamistes qui disaient pour ne pas compromettre la transition démocratique, nous n'allons pas présenter des candidats aux prochaines élections, face à la surprise du Parti de libération islamique et des groupes salafistes, et face à la réaction timorée des modernistes, ils ont dit il y a un terrain à occuper. Il y a un terrain à occuper. Et
il ne faut pas laisser aux salafistes et au Parti de la libération islamique le monopole de la revendication de l'État islamique. Et ils ont donc révisé, eux aussi, leur position initiale par rapport à est-ce qu'elle était sincère, est-ce qu'elle était simplement comme Khomeini, un leurre, une mystification. Les faits sont là. 1 mois et demi après la chute de Ben Ali, les islamistes qui disaient qu'ils n'allaient pas présenter des élections sont désormais un parti qui participe à la compétition pour le pouvoir et qui fait de la surenchère sur des thématiques religieuses qui n'étaient pas, comme j'ai dit, prévues dans le soulèvement qui a conduit à la chute de Ben Ali. Voilà le changement. Deuxième surprise. Désenchantement. Désenchantement par rapport aux modernistes qui ont adopté une attitude timorée, désenchantement aussi lié à ce revirement des dirigeants islamistes par rapport à leur position initiale. La campagne électorale se déroule pour la constituante sur ce déplacement des objectifs de la révolution vers des revendications qui n'étaient pas à l'ordre du jour de la révolution elle-même. Les revendications identitaires, les thématiques identitaires ont submergé les thématiques du soulèvement. Très important de signaler que les mouvements d'extrême gauche ont participé à ce déplacement en convoquant la thématique arabiste et en voulant imposer dans la Constitution, dans la future Constitution, la criminalisation de la normalisation avec Israël. Et les islamistes ont tout de suite récupéré cette revendication des nationalistes arabes et de l'extrême gauche pour l'enfourcher, en faire un thème de bataille et l'abandonner tout de suite. Ils ont gagné les élections en disant le seul pays, après une visite à Washington de Rachid Ghannouchi et d'une délégation des dirigeants islamistes, ils ont dit non, il n'est pas question de parler de la question de la normalisation avec Israël. Dans la Constitution, le seul pays qui doit être mentionné, c'est la Tunisie. On ne mentionne aucun autre pays. C'est une question de politique étrangère qui n'a pas à être constitutionnalisée. Ce qu'on leur disait à eux et aux nationalistes arabes et au mouvement d'extrême gauche avant les élections. Et ils ne voulaient pas l'entendre. Dit non, non, non. On leur disait, dans la Constitution est prévue pour des générations. Elle ne doit pas poser autre chose que ce qui concerne l'organisation des pouvoirs, les fondements du pouvoir, les relations entre l'État et ses citoyens. C'est ça une constitution. Si on veut que la constitution ne soit pas un programme politique lié à une majorité et qui change avec chaque majorité, ce qui va arriver. Mais en cela, la Tunisie n'a pas inventé cette volonté de coller les préoccupations constitutionnelles à la conjoncture. Rappelez-vous combien il y a eu de constitutions après la Révolution sous la Première République en France. Il y en a eu au moins 3 constitutions. Et puis, il y a eu Napoléon, puis la Benjamin, puis. Donc, c'est cette incapacité à penser la Constitution indépendamment des facteurs conjoncturels. Penser aux générations futures et pas être prisonnier. Distinguer la politique liée à la conjoncture des préoccupations constitutionnalistes. Eh bien, à l'époque, comme je vous ai dit, quand on leur a dit il faut distinguer cela, il y a eu un débat
Yad Ben Achour a essayé de tout, qui est un constitutionnaliste, et tous les constitutionnalistes, les juristes ont dit faites attention, la Constitution n'a pas pour vocation de résoudre des problèmes de politique conjoncturelle, que ce soit à l'échelle des relations internationales ou à l'échelle locale. Les islamistes ne l'entendaient pas, mais dès qu'ils ont gagné les élections, ils ont adopté cette logique-là, qui va se retourner contre eux, parce que les gens n'ont pas, on dit que les peuples ont la mémoire courte, mais pas aussi courte que cela, quand même. Et surtout, maintenant, à l'heure de la communication, des réseaux sociaux, où tout est enregistré et tout peut être remis sur la place publique. Donc voilà, à notre désenchantement, c'est les élections elles-mêmes qui ont vu une grande partie des acteurs de la révolution ne pas participer, les jeunes notamment, ne pas participer aux élections. Et personnellement, j'ai réfléchi, mais pourquoi? Ils font la révolution, ils ne participent pas aux élections. Puis je me suis dit, moi-même, j'ai été confronté au même problème. On est passé de quelques 15 partis à plus de 110 partis, sans compter les listes indépendantes. Et des listes et des partis avec des noms semblables, des programmes semblables. Moi, je suis allé, moi-même, j'étais face à cette difficulté en Tunisie, je disais à mes amis, mais je veux voter pour vous tous, mais je n'ai qu'une seule voix. Je ne peux pas voter pour chacun de vous. Unissez-vous, faites une liste commune pour que je puisse voter pour vous. Eh bien, c'était non. Ce n'est pas... Là aussi, il faut relativiser les choses. C'est des partis qui voulaient mesurer leur audience. Chacun, il veut tenter sa chance, mesurer son audience, voir un peu... au Portugal, on est arrivé à 134 partis après la Révolution. 134 partis. Donc, c'est normal tout cela. Quand on choisit cette voie-là, c'est pas... mais il faut en payer le prix. Donc, il y a ça. Il y a aussi la loi électorale qui, de ce point de vue-là, a encouragé cet éparpillement en finançant d'avance toutes les listes et en annonçant qu'il n'y a que la deuxième tranche de la subvention qui sera subventionnée. Il y a des familles qui ont constitué des listes pour toucher la première tranche. Ils n'ont pas demandé la deuxième tranche parce qu'ils savaient ça fait gagner de l'argent. Et je connais beaucoup. Alors, la division également. Vous ne voulez pas de moi comme tête de liste, je crée ma liste. Alors, donc, presque 50% n'ont pas voté à cause de ce phénomène-là. Et 34% de ceux qui ont voté pour des listes qui n'ont pas eu un seul élu. Vu la division. Évidemment, par nombre de voix, presque 37% en termes de voix, les islamistes ont eu. Il y a eu moins de divisions dans le camp des islamistes. Les salafistes ne se sont pas présentés. Le Parti de la libération islamique ne s'est pas présenté. Donc, et les autres étaient divisés. Avec le même programme, et ils présentent des listes différentes, concurrentes. Donc, voilà, il y a d'autres facteurs qui sont intervenus, les financements saoudiens et qataris, prouver, là aussi, il y a eu aussi le peu de bureaux de vote. Moi, j'ai fait la queue pendant 3 heures pour voter.
Et je me suis réveillé tôt pour... Et au début, je disais, le vote est massif. Mais en fait, il y avait il y a des gens qui sont restés au-delà de l'horaire de l'ouverture des bureaux de vote. On a rallongé les horaires, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de bureaux de vote. On n'avait pas mesuré. Et dans les régions rurales, les bureaux de vote étaient à 15-20 km de là où habitaient les gens. Et donc, il y avait aussi ceux qui se sont organisés pour transporter des électeurs, il y avait les moyens, et ceux qui n'avaient pas les moyens. Mais ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Et même le financement, ça fait partie du jeu démocratique. On ne peut pas reprocher aux gens d'avoir utilisé leurs moyens ou les moyens qu'ils ont pu mobiliser. Même, il faut prouver aussi la légalité ou l'illégalité de ces moyens. Ça, on le sait. Et il n'y a pas, Donc voilà un peu les résultats. Eux aussi ont sonné, notamment les partis politiques. Le lendemain à la proclamation, c'est les politiques qui étaient les plus sonnés. Et c'est la société civile qui s'est mobilisée devant l'Assemblée constitutionnelle. Ok, vous avez gagné les élections, on ne le conteste pas, mais nous sommes là. Vous ne ferez pas n'importe quelle constitution et nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quelle législation. Les objectifs de la révolution qui étaient dans la loi électorale, nous voulons une transition, ce sont des élections pour une transition démocratique, tout ce qui sera non démocratique, on le refusera. Et Laurence avait posé la question sur les femmes. Eh bien, la première manifestation de l'Assemblée, devant la nouvelle Assemblée constitutionnelle, c'était les femmes qui l'ont organisée. J'y étais présent. Je ne suis pas une femme, mais je soutiens la cause des femmes. Et ce que j'ai remarqué, c'est précisément les femmes, elles étaient les virulentes. Vous avez gagné les élections, vous avez le droit de diriger le pays, mais on ne vous laissera pas toucher à nos droits. Il y a une députée du parti de la Nahda qui avait fait sa campagne sur le dos en stigmatisant les mères célibataires. Eh bien, il y avait une mère célibataire, quand elle est arrivée à l'Assemblée constitutionnelle, cette députée, donc élue, cette constituante élue, quand elle est arrivée, une mère célibataire est sortie des rangs et lui a foutu 2 baffes magistrales pour lui dire « Tu as gagné les élections en me stigmatisant, je ne te laisserai pas passer. » Et donc, voilà la mobilisation. On peut déplorer ce genre d'actes, mais c'est aussi, comme je vous ai dit, la révolution libère ce qu'il y a de meilleur et de pire dans une société. Et quand le parti au pouvoir veut constitutionnaliser la violence comme moyen de compétition politique par la théorie de... Voilà. Il veut la constitutionnaliser. Et jusqu'à maintenant, ils refusent. Ils ont même fait un article dans le premier projet de constitution autorisant les organisations armées ne peuvent se constituer que par une demande auprès du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que c'est possible de constituer des organisations armées. Et il y a eu une bataille là-dessus et il a été retiré. Donc, depuis les élections, nous avons l'islam politique à l'épreuve du pouvoir. On me rappelle qu'il faut que j'aille un peu plus vite. Dans cette épreuve du pouvoir, ils ont promis avant les élections la création de 400 000 emplois. La Tunisie en a perdu 200 000 depuis les élections jusqu'à maintenant. La situation économique s'est dégradée. La situation sécuritaire s'est dégradée. Le développement de la violence politique, tu as parlé de Chokri, l'assassinat de Chokri Belaïd, qui est... mais
le summum. Mais il y a eu précédemment d'autres violences qui ont conduit à la mort, pas un assassinat, violence qui a conduit à la mort d'un militant politique dans le sud, à Tataouine. Et il y a eu les violences politiques contre les manifestations, contre les réunions des partis politiques, contre le syndicat, contre les organisations syndicales, contre les locaux syndicaux. Il y a cette ambiance. Mais ce qui est très important, c'est que face à cela, la société civile ne s'est pas démobilisée. Au contraire, elle est de plus en plus mobilisée. Et chaque fois où il y a la manifestation d'une volonté de remettre en cause des libertés arrachées, des droits arrachés, il y a une mobilisation de la société civile qui les fait reculer. Je donne quelques exemples pour montrer qu'il y a, s'il y a des désenchantements, il y a aussi espoir. C'est avec lequel il faut compter aussi pour l'avenir de la Tunisie et au-delà. Il voulait passer à la place de l'égalité entre les femmes et les hommes un article parlant de la complémentarité entre les hommes et les femmes. Et là, il y a eu une grande manifestation le 13 août qui les a fait reculer. L'article sur la possibilité d'organiser dans le cadre de la loi des groupes armés, ils ont reculé. La volonté de mettre dans la Constitution la charia comme source de la législation, ils ont reculé. Et ils ont voulu aussi recadrer les libertés arrachées de la presse, des médias, des manifestations. Et il y a eu des mobiliers. Ils ont voulu interdire les manifestations dans l'avenue Bourguiba. Au moment où, le 9 avril dernier, on était dans la rue et on a manifesté et on a repris l'avenue Bourguiba, malgré la violence et des forces de police et des milices qui agissaient sous la protection et à la barbe des forces de police. Donc, très important, mais la bataille a été gagnée. Je crois que aussi, je peux continuer l'exemple de la manifestation. Eux, ils rêvent d'une manifestation millionnaire, comme ils disaient, depuis, ils n'ont jamais réussi à l'organiser. Après l'assassinat de Chokri Belaïd, on a eu une manifestation spontanée. Quand le GTT a voulu organiser une grève générale et puis les négociations ont conduit à l'annulation de la... Ils ont dit, le GTT a reculé parce qu'elle avait peur de nous. Parce que nous, on a organisé des manifestations plus importantes que les leurs. Eh bien, le GTT a compris la leçon. Cette fois-ci, on va la faire, la grève générale, après l'assassinat de Chokri Belaïd. Et là, ils ont compris que le JTT, la force civile, l'un des axes de la force civile, c'est le syndicat qui, aujourd'hui, joue le même rôle qu'il a joué avant l'indépendance. Chaque fois qu'il y a eu de grandes crises dans le pays, le syndicat, l'Union générale des travailleurs de Tunisie, a joué un rôle très important face à l'incurie du gouvernement de la Troïka et son incapacité à avancer. L'UJTT a organisé une rencontre de dialogue national pour retrouver un consensus pour ce qui reste de la transition et pour recadrer l'évolution. Et jusqu'à maintenant, ils tiennent à cette... la société civile est aujourd'hui mobilisée, les libertés acquises. Il y a quelque chose que les Tunisiens, mais aussi les Égyptiens et dans les autres pays, c'est là, ils n'ont plus peur. Même quand il y a des morts, même quand on tire sur les manifestants, même quand le pouvoir recourt à la violence pour réprimer, les gens n'ont plus peur. Ça, c'est un acquis très important de la Révolution. Deuxième acquis, ce sont les libertés arrachées auxquelles les gens ne sont pas prêts à renoncer et qui leur permettent aujourd'hui de remporter des victoires et qui seront décisives, quel que soit le gouvernement de demain, quelle que soit la majorité des prochaines élections. Ils doivent compter avec ces acquis importants et
c'est là un facteur décisif pour l'avenir de la Tunisie, de l'Égypte et des pays de la région. Et je crois, et je termine là-dessus, si les printemps du peuple n'ont donné leur fruit qu'après quelques décennies, à l'heure de la mondialisation, nous assistons à une compression du temps et de l'espace. Les évolutions qui demandaient des décennies maintenant demandent des semaines et des mois. Et précisément parce que les Tunisiens ont été à l'origine de soulèvements dans d'autres pays, d'un espoir immense à l'égard. Ils ont le devoir, ils sentent, les Tunisiens, qu'ils ont le devoir, pas seulement vis-à-vis de leurs martyrs, vis-à-vis de leur population, ils ont un devoir vis-à-vis des peuples arabes et vis-à-vis des peuples qui ont cru en leur révolution. Et ils le savent et ils le sentent. Et les manifestations comme celles que vous organisez ici aussi. Je vous rappelle qu'à la fin du mois de mars, du 26 au 29 mars, il y a le Forum social mondial qui est organisé à Tunis. Et on attend plus de 30 000 participants. Tous les hôtels à Tunis, Bizerte, Hammamet et Nabeul, les plus proches de Tunis, sont pleins. Déjà, les réservations sont pleines. Et il y a un appel maintenant à la population pour accueillir les gens pour lesquels on n'a pas trouvé des places dans les hôtels. Ça aussi, c'est très important. Alors, contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas aujourd'hui une ingérence dans les affaires de la Tunisie que de soutenir le peuple tunisien dans son aspiration à la démocratie, à la liberté et à la dignité. Comme ce n'est pas une ingérence de la part des Tunisiens de soutenir les mouvements de libération dans d'autres pays, les révolutions et les aspirations à la liberté, à la dignité, à l'égalité dans d'autres pays. Nous vivons aujourd'hui dans un monde devenu un village, où ce qui se passe dans un pays concerne les autres et a des implications pour les autres. On n'a pas le droit, si on croit à l'universalité de l'humain et de ses droits, on n'a pas le droit de dire on ne se mêle pas des affaires des autres et on ne veut pas que les autres se mêlent de nos affaires. Nous sommes embarqués sur le même bateau. Et ce qui se joue en Tunisie concerne notre avenir où que nous soyons. J'obéis aux signes qui me sont faits pour abréger. Je laisse la parole à la salle pour revenir au point que vous voulez discuter, approfondir. Et merci pour votre attention. Simplement, vous parlez bien dans le micro, hein, puisque la soirée est enregistrée. Bonsoir. J'aurais aimé vous poser quelques questions en fait sur les travaux qui ont été menés par l'Assemblée constituante depuis 2 ans. Le président en fait de l'Assemblée constituante est intervenu il n'y a pas longtemps en minimisant la crise qui avait touché la Tunisie après l'assassinat de Chokri Belaïd. Et j'aurais aimé savoir en fait déjà si les critiques qui avaient été adressées à la constituante depuis le début, son manque de transparence, les fraudes répétées, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que c'était justifié, notamment les critiques qui venaient directement des médias tunisiens? Et j'aurais aimé savoir si vous pensez que la constituante va apporter une constitution qui garantirait les droits des citoyens plus que la précédente. Merci. Est-ce que je réponds à chaque question? Ah, d'accord, ok. Bon, la constituante était prévue pour 1 an. L'appel aux élections, le texte, le décret loi,
appelant aux élections constitutionnelles, disait que, c'est écrit dans le journal officiel, c'est à partir de son élection, après ils ont joué à partir de son installation, mais que l'on comprenne son élection, son installation, on a dépassé les deux. On est là à plus de 1 an et demi, donc, et de l'élection ou de l'installation. Donc, la constituante n'a pas respecté le décret loi qui a appelé aux élections et qu'elle avait l'obligation de respecter. Mais d'emblée, les islamistes et leurs alliés ont annoncé la couleur en refusant de fixer une échéance aux travaux de la constituante sous prétexte que l'instance qui a organisé les élections n'a pas de légitimité et donc l'Assemblée constitutionnelle est souveraine, ce qui est une aberration d'un point de vue juridique. Dans ces conditions, les élections elles-mêmes, si on admet cette logique-là, allons jusqu'au bout et les élections elles-mêmes ne sont pas légitimes. Alors ça, c'est la première chose. Nous fonctionnons avec cette constituante dans un régime parlementaire sans contre-pouvoir. Il n'y a pas de cour constitutionnelle. Et les Tunisiens se trouvent qui ont lutté contre la présidence à vie, se retrouvent avec un pouvoir qui n'a pas d'échéance, du fait de cette volonté de la constituante à s'ériger en pouvoir législatif, en pouvoir parlementaire absolu, puisqu'il n'y a pas de corps institutionnels qui peuvent limiter et de règles institutionnelles qui peuvent limiter le pouvoir de cette constituante. En vérité, ce n'est pas la constituante qui décide. Et d'ailleurs, les islamistes eux-mêmes on l'ont dit publiquement après l'assassinat de Chokri Belaïd sur la constitution du nouveau gouvernement, après les consultations, les différentes consultations et l'échec de l'initiative du Premier ministre sortant de mettre de côté de mettre fin au gouvernement partisan pour le remplacer par un gouvernement de compétences non partisan. Ils ont dit que l'instance suprême dans le pays est le conseil de la Shura des Nahda. C'est lui qui doit décider. Tout doit revenir. Et effectivement, Rachid Ghanouchi, qui n'a aucune fonction officielle, tout dépend de lui. Et donc, c'est vrai, quand on parle de manque de transparence, il y a un manque de transparence et au niveau du gouvernement et au niveau des travaux de la constituante. Et il y a eu même falsification. Il y a des textes qui ont été votés par les commissions de l'Assemblée constitutionnelle et le rapporteur qui est de Nahda a changé le texte qui a été voté. Donc il y a un manque de transparence, c'est vrai. Le président de l'Assemblée constitutionnelle n'a aucun pouvoir. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour lui parce que je le connais depuis les années 80 et j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et la compétition entre lui et Merzouki, président de la République, aujourd'hui, sans pouvoir, pour qui des deux ira à Carthage, a profité aux islamistes pour leur imposer leurs conditions. Donc, Moustapha Ben Ja'far peut dire ce qu'il veut. Tant que Moustapha Ben Ja'far n'a pas, le président de l'Assemblée constitutionnelle, n'a pas claqué la porte, en acceptant de ne plus être président de l'Assemblée constitutionnelle, il suffit que l'un des deux partis se retire pour que Nahda se retrouve toute seule sans majorité. Parce qu'elle n'a la majorité qu'avec l'apport des deux. L'un des deux ne suffit pas. Au lieu de jouer de cette marge que leur offre la possibilité de... C'est ce qu'ils ont dit au départ.
et Mustafa Ben Ja'far et Monsef El-Marzouqi, ils ont dit qu'ils veulent rentrer dans la coalition gouvernementale pour empêcher Nahda de faire ce qu'elle veut. Or, c'est Nahda qui fait de ce qu'elle veut. Alors, est-ce que la constituante va nous donner une constitution démocratique? C'est là l'enjeu. Ceci se joue aujourd'hui, malheureusement. J'aurais bien voulu que ça se joue au sein de la constituante. Mais vu l'attitude de l'alliance gouvernementale et vu ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, le facteur décisif dans la nature de la prochaine constitution, c'est la rue. Laurence a parlé de ce pacte de Tunisie des droits humains, signé par des centaines de milliers de citoyens, par toutes les associations de la société civile et les syndicats et les partis politiques, sauf 2 partis, comme j'ai dit, le CPR, le Takattul de Mustafa Ben Ja'far l'a signé. Le Takattul de Mustafa Ben Ja'far, il faut lui reconnaître. Il a participé au congrès organisé par les JTT la veille de l'échéance du 23 octobre pour offrir au pays un nouveau cadre et un agenda et des orientations pour la fin de la transition. Donc tout le monde l'a signé, sauf eux. C'est la réalité. Quand les gens se mobilisent dans la rue, devant l'Assemblée constitutionnelle, ça paye. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. Il ne faut pas compter sur l'Assemblée constitutionnelle qui n'a pas respecté ses délais, qui ne fonctionne pas dans la transparence, pour nous donner une constitution démocratique et garantissant les droits humains. Tout dépend de la bataille qui se mènera d'ici la sortie de cette élection promise pour le mois d'avril. Mais on verra. Merci beaucoup pour l'intervention, que vous avez commencé avec une note d'histoire que je crois importante, parce que je crois que pour Ben Ali ou les autres présidents qui ont subi le même sort ou un sort plus malheureux, s'ils avaient bien lu l'histoire avec grand H, ils n'auraient jamais eu ce sort. Et d'ailleurs, je crois toujours que si Ben Ali croyait à l'importance de l'histoire, il aurait dû mettre sa femme et ses gens pour des cours d'histoire. Disons que revenons à votre question que vous avez soulevée, la Tunisie, quel avenir, je crois aussi que la réponse peut se trouver dans l'histoire pour voir et noter une note d'optimisme à l'avenir de la Tunisie. Seriez-vous d'accord que la Tunisie, qui rappelons-le, est un carrefour de civilisation, qui a été le sujet d'invasion et d'immigration de à peu près 14 civilisations dans son histoire, n'a jamais sombré dans l'extrémisme absolu, je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la comparer à l'Iran, qu'on ne peut pas comparer à l'Afghanistan ou le Pakistan. C'est une société cosmopolite de civilisations différentes. Et donc, je crois que, seriez-vous d'accord que dans l'avenir, bien qu'il y a des accidents, il y a des tentations pour mener le pays vers peut-être un extrémisme religieux, enfin la civilisation qui est la voie majoritaire des citoyens et la citoyenneté va imposer son rythme et qu'à la fin, la Tunisie sera un pays démocratique sans vraiment l'intégrisme que les médias arabes et occidentaux sont en train d'utiliser pour vraiment faire un peu de pression, disons, sur la scène politique tunisienne. Merci. Merci pour votre intervention. Je suis... C'est le discours qu'on entend pour nous rassurer. Et je rappelle que quand il y a eu l'Iran, on a dit, mais c'est normal que ça arrive en Iran, c'est un pays chiite, ce n'est pas un pays sunnite. Les sunnites sont plus modérés. Quand c'est arrivé au Soudan, on a dit, ah oui, mais le Soudan n'a pas une tradition étatique. Comme quand c'est arrivé en Algérie dans les années 90,
j'ai bien peur que ce genre d'optimisme se référant à une exception tunisienne, 14 civilisations, un islam modéré, j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Moi, je n'ai espoir que dans la mobilisation de la société civile et qui a imposé cette société civile aux forces démocratiques de se rapprocher. C'est la société civile qui a exigé des partis démocratiques qui sont allés aux dernières élections divisées. Maintenant, ça suffit, on veut un seul parti, un front, mais on ne veut plus de cette multiplication des listes et c'est en train de payer. C'est ça qui est plus important. Vous savez, l'Iran, c'est aussi un pays qui avait une grande civilisation, de traditions religieuses différentes. C'était une société cosmopolite aussi, l'Iran. C'est une société qui a une histoire. Et n'empêche, il y a eu des choses peuvent arriver. Il n'y a aucun peuple qui peut dire qu'il est à l'abri de ce genre d'accident, de ce genre de chute. Regardez l'Allemagne avec toute la grande philosophie et les grandes traditions philosophiques en Allemagne et ce qui est arrivé. L'Italie avec l'Empire romain derrière elle et l'histoire de l'Empire romain et des premières républiques dans les ports. La modernité est partie aussi des ports en Italie. La Renaissance est partie de l'Italie. Et l'Italie a connu l'épisode fasciste. Donc, je veux bien, si ça... Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est rester vigilant, rester mobilisé. Et c'est... Moi, ce qui inspire ma confiance, c'est précisément ces mouvements qui aujourd'hui disent on ne veut pas que la Tunisie soit un nouvel Afghanistan. On ne veut pas que la Tunisie soit somalisée. Le terme est exprimé, même si je n'ai rien contre les Somaliens, sont des humains comme nous, comme les Afghans sont des humains comme nous. Et ils sont capables du meilleur et du pire comme tous les peuples du monde. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il ne faut jamais souhaiter à un pays, à un peuple de vivre des circonstances de désespoir telles que l'extrémisme. Parce que l'extrémisme, c'est quoi? Il joue sur le désespoir. Il faut éviter que les pays arrivent à cette situation où les humains peuvent devenir des loups les uns pour les autres. Bonsoir. Et ça vaut pour la France, comme ça vaut pour l'Allemagne, comme ça vaut pour l'Iran, comme ça vaut pour la Tunisie ou pour n'importe quel autre pays. Bonsoir, monsieur Cherif. Oui, j'aime bien voir les gens qui... Oui. Je suis là. Bonsoir, monsieur Cherif. J'ai été très touché par votre allocution. Le 17 janvier 2011, vous disiez sur un interview sur Libération, vous disiez une phrase qui a retenu toute mon attention. Vous disiez l'importance de mettre en place dans le code électoral une proportionnelle pour éviter toute dérive, et notamment sur le fait qu'il ne faut absolument pas recommencer la tragédie en Algérie. Ma question va être un petit peu brutale, mais je voulais vous la poser. Ne pensez-vous pas que le RCD a construit Ennahda? Ça, c'est ma première interrogation. Ma deuxième interrogation est la suivante. Vous souleviez un espoir de la révolution tunisienne. Pouvez-vous me dire en quoi est l'espoir de la révolution tunisienne lorsque la Tunisie est en train de s'endetter de plus en plus auprès du FMI, alors que l'association Sherpa, qui a de très bons avocats internationaux, n'arrive absolument pas à débloquer les fonds qui sont en Suisse, du clan Ben Ali. Merci. Alors, sur la relation du RCD et
son rapport, Ben Ali, le régime de Ben Ali et son rapport avec les islamistes. Il y a quelques années, au début des années 2000, un journaliste posait la question à Rachid Ghanouchi, qui était à l'époque exilé à Londres. Comment comptez-vous faire, qu'est-ce que vous faites concrètement en Tunisie pour réaliser votre projet? Et Rachid Ghanouchi a répondu, Ben Ali travaille pour nous. Pas au sens où il y avait des liens directs entre Ben Ali et Rachid Ghanouchi. Loin de moi l'idée du complot, même si certains faits peuvent illustrer cette théorie. Moi, je crois que les dictatures travaillent toujours pour ceux qui jouent sur les peurs et les désespoirs produits par les dictatures, ça c'est sûr. Donc de ce point de vue, effectivement, on peut, comme on disait, que le fils est le fils du FLN, peut dire que l'islam politique est le fils des dictatures en Tunisie, en Égypte et dans les autres pays. C'est la réplique. Et on le voit aujourd'hui. Nada, sur qui s'appuie Nada? Sur les plus corrompus du régime de Ben Ali qui acceptent de collaborer avec Nada. Ils n'ont pas les compétences. Et les patrons les plus corrompus aujourd'hui financent Nada en Tunisie. On peut les donner les noms. Jarreya, Asfax, Ayedi, celui et plusieurs, ils sont connus. Et dans les ministères, les conseillers de Hamadi Jbeli avant et de Ali Al-Araïd aujourd'hui, dans la presse, pour récupérer la presse, ils ont repris quelqu'un qui a été dégagé par les journalistes pour sa collaboration avec pour le nommer à la direction du journal, du plus grand journal de Tunisie, Sabah, qui coiffe le Sabah et le Temps. Et il a fallu une longue grève de la faim des journalistes pour chasser, le dégager de nouveau, pour qu'il se retrouve conseiller auprès du Premier ministre. Donc, de ce point de vue, il y a effectivement des passerelles entre tous les régimes autoritaires. Quand on n'est pas dans une logique démocratique, eh bien, on se rabat sur ceux qui ont fait leur preuve dans la servitude à l'égard des tyrans. Et ça se vérifie aujourd'hui. Et les Tunisiens sont en train de le découvrir. Et ça se passe très vite, plus vite qu'on le pensait. Et ceux qui résistent à la corruption, eh bien, ils ont l'épée de Damoclès sur la tête. On va vous poursuivre selon une conception perverse de la justice transitionnelle. Tu collabores avec nous, tu es blanchi, tu refuses de collaborer, eh bien, on te trouvera des moyens de régler de ton compte d'une manière ou d'une autre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors effectivement, ce gouvernement dont les composantes étaient contre la domination occidentale, contre la domination de la Banque mondiale et du FMI, aujourd'hui, on regarde les résultats de leur politique, c'est effectivement la même chose. Et ils ne font rien, comme vous l'avez signalé, pour récupérer l'argent. On a de quoi faire face. Moi, quand j'ai fait mes premières conférences, à l'époque, j'avais calculé l'argent de Ben Ali était l'équivalent du budget de la Tunisie, du tiers de la dette de la Tunisie, si mes souvenirs sont bons. Je me souviens, à l'époque, j'ai demandé à un économiste de m'aider à faire un papier pour la Commission européenne sur la situation économique en Tunisie, parce que je ne suis pas économiste et je me mets les pinceaux dans les chiffres.
Je peux annoncer 15 millions à la place de 15 000 ou l'inverse. Bon, mais je sais, j'avais besoin d'ordre de grandeur de ce que représente l'argent détourné par Ben Ali et sa famille. Ça représentait le budget de la Tunisie, ça représentait je crois, si mes souvenirs. Oui, mais je ne peux pas, j'essaye de me souvenir. Voilà. Donc, effectivement, on a de quoi faire face à la situation, mais ce n'est pas ça qui se passe. Et plus que cela, c'est-à-dire qu'à un moment où les jeunes qui ont fait la révolution sont toujours en chômage et le nombre de chômeurs diplômés augmente, il atteint les 40%, à un moment où les régions dans lesquelles les soulèvements sacrifiés par le développement, desquels le soulèvement est parti, sont encore dans le sous-développement et se sont encore appauvris, qu'est-ce qu'on demande? Le ministre de l'Enseignement supérieur s'autopromeut avec effet rétroactif depuis 1987, ce qui se compte, je ne sais pas en combien, là, vous êtes mieux placé, mais c'est un chiffre. Ils demandent des compensations, ils sont au pouvoir, et ils demandent des compensations pour les années d'exil, de prison qu'ils ont, alors que les gauchistes comme nous n'avons pas remporté les élections. Nous sommes toujours exclus. Nous avons dit, quand la commission pour la réhabilitation et la compensation des anciens prisonniers s'est adressée à nous pour qu'on conserve, en fait. Ce n'est pas seulement pour les islamistes, mais c'est tout le monde. On a dit non. Nous ne sommes pas prioritaires. Puis nous n'avons pas lutté pour être récompensés. Ce n'était pas un investissement, nos années de prison. Alors que eux, ils sont croyants et ils craignent le bon Dieu, ils travaillent pour le paradis, c'est ce qu'ils disaient, ils œuvrent pour l'au-delà. Nous, gauchistes, matérialistes, athées, eh ben nous, on s'est avérés plus altruistes, plus, comment on dit, désintéressés qu'eux. C'est eux les calculateurs, c'est eux qui veulent que Dieu paye cash. Ils veulent tout de suite. Ils n'ont pas la patience d'attendre le paradis. Non, ils veulent tout de suite être payés. Et c'est 10 milliards qu'ils demandent. Le ministre des Finances indépendant qui a démissionné l'été dernier, c'était à cause de cela. Il leur a dit, si vous faites cela, c'est le but, c'est l'État qui s'écroule, c'est les finances de l'État qui s'écroulent. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Le directeur de la Banque centrale qui a été déposé, c'est entre autres aussi à cause de cette gestion du pouvoir comme un butin de guerre. C'est ça leur conception du pouvoir. Abou Yarb el-Marzouki, qui les a soutenus, qui a été leur tête de liste dans la région de Tunis, qui vient de démissionner de l'Assemblée constitutionnelle en disant « Moi, je quitte Nahda et je démissionne parce que je vois que leur conception du pouvoir est une conception vénale, c'est le pouvoir, c'est un butin, ils veulent s'enrichir tout de suite et placer les leurs au détriment des compétences. C'est l'un des leurs qui le dit. Ce n'est plus l'opposition qui le dit, c'est un des leurs. Hamad Jbeli, Premier ministre sortant, dit la même chose en appelant, ça suffit les gouvernements partisans, il faut un gouvernement de compétences nationales au-dessus des logiques partisanes et des intérêts partisans. Eh bien qu'il soit secrétaire général de leur parti, ils l'ont mis de côté. Alors, certains disent que c'est un calcul politique pour le mieux le placer pour les prochaines élections. Je n'en sais rien encore, je refuse les procès d'intention. Un fait est là, il a posé des conditions, ces conditions n'ont pas été respectées, il a démissionné comme il l'avait annoncé. Si ces conditions ne sont pas respectées, je démissionne, il l'a fait. Pour le moment, attendons ce que nous dira l'histoire là-dessus. Donc, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vos remarques.
mais à condition de mettre un peu de nuance sur le lien entre RCD et la nuance que j'ai précisée sur la dictature et la dictature qui tombe et la dictature qui s'annonce. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre qui a fait un lapsus dans un discours en disant notre dictature en construction, au lieu de dire notre démocratie en construction. Bien, eh bien, on va vous remercier, Monsieur Cherif Ferjani, au nom de l'Université Lyon 3. C'est moi qui remercie l'Université de Lyon 3 qui persiste dans la solidarité internationale, puisque vous avez eu des remontrances la dernière fois et cette fois pour l'organisation de ce genre de manifestations et de ce genre d'ingérence dans les affaires d'un pays étranger. Bonne soirée à tout le monde.